Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Et tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 6, l'épisode 9 si je me trompe pas, je dis souvent, là, mais on a les points d'ancrage, les points de mire sur les débuts de saison et après ça j'oublie la majorité de quel épisode on est rendu et j'essaie de me souvenir des milestones, sinon on les oublie encore une fois complètement, on s'enligne vers le troisième anniversaire du podcast qui va arriver là, fin juin. On n'est pas rendu de manière imminente, mais tout de même, c'est important que je reprenne le rythme de compter les épisodes et de les garder dans ma tête. Sujet assez intéressant aujourd'hui. Donc, Gab en a proposé un. Nous, on fait un instant économie en deuxième partie. Le premier, qui est au son de la cloche, je l'ai déjà tramé en off, là, où j'ai dit à Gab que ça allait être un peu un place au débat. Là. J'ai des opinions quand même assez sévères, peut-être certains diront, là, envers cette compagnie. On vous fait un peu un spotlight là, sur une compagnie listée d'envergure, vous allez voir assez vite. Ça m'étonnait d'ailleurs qu'on n'en a pas tant parlé dans l'histoire du podcast. On est rendu à maintes dizaines d'épisodes, plus de 100 même. Ça m'étonnait qu'on n'ait pas fait un topo plus détaillé sur cette compagnie-là. Beaucoup d'intérêt, encore une fois, de voir où est-ce que ça s'en va. C'est également une compagnie qui, l'inspiration vient de mon cours que je fais à temps partiel présentement au MBA de ce week-end, qui avait beaucoup d'analyses de régression sur les possibilités de cette compagnie-là à croître. Donc, je vous donne Là, on exactement fait la trop raison. d'insight déjà, là. Absolument, mais c'est exactement de là que ça vient, donc j'ai beaucoup d'inspiration et en fait, certains vont comprendre assez vite mes opinions, mais je vais pouvoir me protéger en disant que j'ai fait de la régression logarithmique sur la capacité de croissance de cette compagnie-là. Certains me demanderont les Excel, ça me fera un plaisir, écrivez-nous. Mais effectivement, je viens de faire une intro qui était assez impressionnante. Ça n'empêche pas, Gab, que je te laisse faire le disclaimer, surtout qu'on parle d'une compagnie d'envergure listée en première partie, comme je l'ai mentionné. Ouais, oubliez pas évidemment, vous le savez, pardon, vous avez vu, je sais même plus parler français de JP là. Vous savez évidemment que tout ce qu'on parle dans le podcast, il s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. On vous invite évidemment, comme toujours, à prendre contact avec un expert. Quiconque aussi est autorisé à vous émettre des recommandations. Lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous si euh, en tout cas le titre qu'on va parler aujourd'hui, ou d'autres sont adaptés évidemment dans votre profil d'investisseur. J'en profite aussi pour rajouter effectivement que c'est peut-être le premier épisode depuis un bout. On fait un peu d'innovation. Vous nous direz ce que vous en pensez. C'est la première fois qu'on tourne en fait avec Discord. D'habitude, on tournait avec JP les épisodes avec Zoom. Vous savez, ma connaissance technologique est assez limitée. Hein. Ça consiste juste malheureusement à appuyer sur le bouton recording puis essayer de faire un peu de montage évidemment très sommaire. Évidemment, c'est le. Mais vous savez, le but du podcast, c'est plus d'avoir une discussion, etc., ouvert, un espèce de débat avec vous aussi, chers auditeurs, en commentaire. Donc, on innove, vous nous direz ce que vous en pensez, puis si jamais vous avez des suggestions d'amélioration en termes techniques, faites-le nous savoir, ça me fera plaisir aussi de m'améliorer aussi. Vous savez, c'est plutôt moi qui m'occupe de l'aspect technique, c'est plus notre ami JP qui s'occupe plus de l'aspect recherche, documentation derrière les sujets. Donc, faites-moi signe si jamais il y a quelque chose qui marche pas, et je vais m'assurer évidemment de corriger ça, le tir pour la prochaine fois. Mais j'espère quand même que ça va bien marcher, en tout cas pour cette semaine-là. Absolument. Donc, commençons l'épisode en force pour aujourd'hui avec le premier segment, le Au son de la cloche. Parfait. Donc je l'ai déjà moussé. Personne ne va savoir de quelle compagnie je parle avec l'introduction que j'ai faite, mais on veut faire un quel avenir pour la compagnie Apple. C'est une compagnie, bon, je l'ai déjà moussé, là, mais bon, c'est des grandes capitalisations mondiales. Une compagnie qui a un branding assez impressionnant. Oui, des produits et des technologies qui ont fait leurs preuves et qui ont quand même contribué énormément au monde de la consommation, là, des produits technologiques, en fait, l'accès même aux produits digitales, si on peut dire, ou au monde digital, ou est-ce qu'on peut même dire le mode de vie intégré là, à l'aide des fameux l'iPhone, l'Apple Watch, et tout ce qui peut permettre maintenant d'avoir à peu près une vie connectée et une maison connectée qui se base sur des infrastructures ou sur des outils technologiques de Apple.
C'est une compagnie, par contre, et c'est là où déjà je donne un peu mon avis. Je sais que Gab, tu vas saupoudrer un peu des stats là, sur le titre, comme tu le fais toujours si bien. Là. Mais c'est une compagnie qui fait un peu, et là, mon opinion transparaît rapidement, là, mais c'est une compagnie qui fait un peu toujours la même chose. Et au début, c'était innovant, il y avait une pente de croissance quand même assez impressionnante, et c'était une compagnie qui était en mesure de rentrer dans n'importe quel segment de l'industrie et de rapidement devenir un leader, de même dominer à bien des égards en termes de qualité de produit et en termes de même de satisfaction globalement de la clientèle. Je l'ai mentionné, la base de la clientèle d'Apple, c'est des fervents. C'est un peu comme la base de clientèle de Tesla à certains égards. Par contre, c'était quelque chose qui était très intéressant à partir du moment où les années 2000 et plus ont progressé. On a atteint maintenant un niveau de saturation dans le marché, que ce soit surtout là, des produits, le pain et le beurre d'Apple, là, le téléphone cellulaire. On peut mettre à un certain point l'Apple Watch, on peut mettre des ordinateurs portables également. C'est des marchés qui sont extrêmement saturés. C'est des marchés où il n'y a maintenant plus beaucoup d'entrants parce que ben, les parts de marché ne bougent plus beaucoup. Chaque compagnie sait exactement qu'est-ce qui se passe dans l'autre compagnie et la meilleure manière, c'est d'essayer de faire des produits qui, au final, offrent en bon anglais, des specs, là, mais des particularités, des spécificités qui sont très similaires d'une place à l'autre. Donc, il y a beaucoup moins d'innovation. Tu sais, je regardais justement un vidéo en préparant les notes, ce qui m'a aussi inspiré là, à faire ce sujet-là. Et on voit oui, l'iPhone a évolué beaucoup, mais il y a des tangentes et des tendances assez notoires au niveau des produits d'Apple qui font en sorte que ça devient très rapidement soit du pareil au même ou bien les changements se produisent un peu entre, tu sais, même des espèces de saisonnalité de produits entre différents lancements. Tu sais, on se souvient, il y a eu une période où les iPhones étaient supposés être de plus en plus petits, de plus en plus minces, et maintenant on se ramasse avec des trucs où il faut presque que je fasse recoudre mes poches pour être en mesure de mettre le téléphone parce qu'il est rendu soit trop large ou soit même trop massif. Donc, on voit, à mon avis, une quête d'innovation qui mène, à mon avis, un doute très clair sur la capacité d'Apple de continuer à croître. Je ne dis pas de continuer à performer financièrement, je ne dis pas de continuer à être un titre qui performe bien, être une grande capitalisation mondiale. Je pense que financièrement, cette compagnie-là va toujours bien se porter. Je n'ai aucun doute là-dessus. Les ventes vont continuer de se faire. Et peu importe le nombre de produits qui vont vouloir sortir, je ne suis pas trop inquiet. C'est un produit qui se porte également beaucoup mieux avec la diversification de leur offre, là, le Apple TV, etc. Même le monde des cartes de crédit maintenant. Bref, ils diversifient énormément pour offrir aussi beaucoup de services. Donc oui, les lancements de produits sont toujours aussi importants et c'est souvent là que le fameux projecteur, le spotlight est mis sur la compagnie à chaque fois parce que c'était un peu à la Steve Jobs à l'époque, les amphithéâtres pleins à Silicon Valley, tout le monde adore ça. Lorsque tu peux te faire inviter, le MKB HD fait ça et on en parle pendant 3 mois presque de ses reviews sur les différents produits qui sont annoncés. Et ça reste une compagnie qui, à mon avis, fait face à un mur de ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà. Ils vont pas être en. Je suis peut-être pessimiste de croire qu'il n'y a pas un produit de consommation global et avec des ventes vraiment d'exemplaires en termes de milliers et même de millions d'exemplaires qui va arriver dans les 10 prochaines années. J'ai de la misère à croire que dans notre vie de tous les jours, on va se retrouver avec un autre outil technologique qu'on n'a pas déjà maintenant, qu'Apple ou une compagnie similaire pourrait lancer et qui permettrait d'Apple justement de diversifier sa gamme de produits à la base de son offre globale de services. Et c'est là que j'ai quelques petits problèmes, quelques doutes sur la pérennité ou la pérennité de la croissance. Et moi, je vois vraiment, je vous le mentionnais, là, des régressions et tout, c'est littéralement ça. Là. Je vois vraiment le fait que l'industrie est saturée. Je ne vois pas vraiment qu'est-ce qu'Apple peut faire pour pivoter, sauf si, ceux qui ont écouté l'épisode il n'y a pas si longtemps que ça, où on parlait de Twitter, sauf s'il y a ces fameuses espèces de méga compagnies technologiques intégrées avec des médias sociaux, avec du financement, avec des assurances, avec des you name it, là, que ça devienne presque des apps universelles là, qui sont développées ou des compagnies technologiques qui développent un contexte où tu peux littéralement faire la majorité de ta vie à l'aide de ce système-là, là, c'est peut-être. Mais j'ai quand même quelques doutes sur la capacité d'Apple d'innover et c'est là que ça m'amène à dire je pense qu'on a atteint un plafond. Je ne vois pas Apple atteindre des seuils de croissance, des niveaux de croissance qui sont similaires. Selon moi, c'est une industrie saturée. Euh, la performance viendrait par une meilleure diversification, une offre de service, encore une fois, qui est plus stable, et peut-être une innovation drastique qui arriverait, mais je n'y crois pas tant que ça. Donc, je n'ai pas. Encore une fois, ma conscience est très bonne envers la capacité d'Apple de performer et les actionnaires vont très bien s'en tirer. Je n'ai aucun doute là-dessus pour les 10 prochaines années. Mais en termes d'évolution de cette compagnie-là, je vois un peu moins le chemin qui pourrait exister pour qu'Apple continue de croître au même rythme que ça a été dans les 10, 15, 20 dernières années. Ouais, bah t'as évoqué pas mal de trucs qui me paraissent, plusieurs pistes de réflexion qui me paraissent intéressantes pour que je puisse continuer, ou peut-être rajouter
du grain à moudre. J'irai peut-être pas aussi dans l'explication plus quantitative, peut-être que tu as touché d'un mot à faire des régressions, etc. Je ne sais pas faire ça, donc mes excuses, chers auditeurs, mes connaissances sont limitées à ce que je trouve sur le net, puis en tout cas des rapports annuels, puisque vous savez que c'est Disons que les ce que variables j'aime. que j'avais, les p-values étaient très basses et l'adjusted R-square était plutôt favorable. Mon modèle, plutôt solide. Apple, ça allait mal. Encore une fois, certains vont dire, mais tu fais juste parler tes données, absolument. Est-ce que mon input de données était bon? Ce n'est pas un sujet pour aujourd'hui, on en reparle la semaine prochaine. Ouais, c'est un peu et puis c'est un peu l'histoire du fameux garbage in, garbage out là. Ça c'est le bon. Tu fais évidemment avec les données qui te sont fournies là, mais bon. Là tu vois mes connaissances en data, Et régression. ne pas faire un jeu de mots, on ne parlera pas de garbage dans le concept d'Apple. On peut les mettre au compostage. Mais ça, c'est encore une fois une petite blague et C'est pas je mal, pas retourne mal, sur mute. pas mal, pas mal. Bonne soirée. Ça fut un plaisir. Non, revenons évidemment à ce que je disais, mais tu l'as évoqué, c'est vrai que c'est une industrie qui est un peu à la croisée des chemins, en fait. Les produits technologiques, plus particulièrement le segment du hardware, parce qu'en fait, on a atteint en fait un espèce de pic technologique, hein. On le sait, tous les 10-15 ans, on voit qu'effectivement la technologie commence à stagner. Il n'y a plus d'innovations majeures qui ont lieu évidemment sur les téléphones. Maintenant, tout le monde a un smartphone. Enfin, à moins que peut-être vous réveillez en 2023. Ah, Gabriel, salut, ça y est, je viens d'acquérir un smartphone. Je serais très surpris. Bref, en plus, si vous nous écoutez, il y a de très fortes chances que ce soit le cas. Euh, ou peut-être de très fortes chances, d'ailleurs, je vois les statistiques au niveau des devices. Vous êtes plus de 70% à nous écouter sur smartphone, puis le reste, je crois que c'est sur le web ou ordinateur. Donc, bon, les chiffres parlent. Et quand même, c'est vrai qu'on voit que, tu l'as bien dit, il y a très peu d'innovations majeures hein, dans le domaine du smartphone depuis au moins 3 ans. Ces innovations, c'est plus des innovations légères, donc des améliorations à ce qui se fait déjà. Meilleure caméra, meilleur microphone, meilleur son, par exemple. Les fameux, on parlait d'intanche, des téléphones étanches que tu peux mettre dans l'eau, là, etc. Les téléphones aussi qui proposent, par exemple, avec de la recharge par induction rapide, des câbles hein, ou une batterie qui est meilleure, etc. Mais ça reste très mineur, tu vois. Alors qu'au début des iPhones, bah, c'est clair qu'on entendait parler déjà du concept d'application, c'était quelque chose qui est complètement nouveau. Malgré que ça existait un petit peu sous les fameux PDA, là, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui ont plus de 30 ans, peut-être qu'ils se disent, ça leur dit quelque chose. Ou les fameux Palm Phones, ça existait avant, là, mais bon, c'est d'une autre époque, mais à l'époque ça existait, ça fonctionnait relativement mal, en fait, c'était c'était plutôt une catastrophe, là, donc, et c'est vrai que l'iPhone est venu évidemment tout chambouler, hein. Aujourd'hui, justement, ce produit-là, c'est lui qui va réellement créer en fait des chiffres et de l'argent en fait pour Apple. C'est lui réellement qui génère des sous dans la poche, hein, puisqu'en fait en termes de vente, c'est quasiment en fait je fais une espèce de calcul de tête. Tu vois, je fais des calculs en direct, chers auditeurs. C'est 65 sur 117 milliards, c'est 55% des revenus qui sont générés en fait sur l'exercice 2022 par l'iPhone. Et le reste, bah, c'est des revenus supplémentaires. Et tu vois, le reste, c'est assez mineur. Hein, puisque après, bon, tu vois, on parle du Mac, c'est à peu près 8 milliards de dollars de revenus. L'iPad, c'est 9,3 milliards, dont à peu près bon, allez, 9,4 milliards pour l'iPad. Puis pour tous les produits connectés, donc j'appelle ça wearables, home, accessories. Donc ça inclut par exemple l'AirPods. On sait que c'est évidemment un très très gros succès de Apple. Et ben ça fait énormément d'argent. Tout ce qui est Apple Watch, etc., les HomePod, etc., tous les produits connectés, etc., restent très mineurs. On n'a pas de chiffres évidemment plus précis que ça, puisque on n'a que des estimés, par exemple, d'analystes financiers qui peuvent nous faire des espèces de projections. Ça reste très mineur hein, par rapport à tout ce qui se fait. Et tu l'as bien dit, maintenant, Apple essaye de se réinventer, justement en étant conscient qu'on a atteint une espèce de pic et que maintenant les gens ne vont plus remplacer tous les ans leur téléphone ou tous les 2 ans leur téléphone, c'est mon cas par exemple, et ben en proposant d'autres revenus additionnels. Donc on le sait, le fameux modèle du SaaS, on en avait parlé avec Twitter, Software as a Service, c'est clair que ça intéresse Apple parce qu'ils veulent avoir cette espèce de revenu récurrent qui rentre tous les mois dans le compte bancaire. Et ben c'est vrai que ça intéresse beaucoup.
tu en as parlé, les revenus bancaires avec la fameuse Apple Card, les revenus avec Apple TV+, qui est l'espèce de le nouveau Netflix d'Apple, mais en version un peu nulle. C'est plus là, désolé du jugement, si vous êtes abonné, c'est pas pour vous juger, mais bon, moi j'ai pas trop aimé ce qu'il y avait jusqu'à présent sur la plateforme. Puis tous les produits, par exemple, comme le Apple Care, qui est l'espèce de garantie prolongée là, de Apple, etc., etc. Donc, tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, bah, c'est quand même un business qui est quand même aujourd'hui en cours de stabilisation. On sait que c'est une industrie qui commence à progressivement se ralentir. Les ventes, comment dire, sur ce segment-là bah, commencent à ralentir. Je précise que les chiffres que j'ai tirés, par contre, c'est juste sur le dernier trimestre de 2022, hein. Donc, il faut évidemment multiplier par 4, évidemment, tout ce que j'ai dit. Donc, on parle d'un business à peu près qui va aller générer en fait 400 milliards de dollars par année. Donc c'est énorme, évidemment, c'est considérable. Évidemment, pour se donner une état d'idée de la chose, c'est que quand même ces revenus progressivement commencent à diminuer. Et c'est là où il va falloir poser la question, comme tu l'as dit, de comment se réinventer, comment permettre en fait à ce que Apple génère de la croissance, puis est-ce que cette croissance est-ce qu'elle est, elle est encore intéressante et est-ce que le prix aujourd'hui est attractif? Je vais aller dans ton sens, JP. Moi, je pense que le prix reste quand même très onéreux aujourd'hui vis-à-vis justement de cette fameuse croisée des chemins qu'on a détaillée un peu plus en détail juste avant. Exact. Puis, bon, je pense que ça conclut assez rapidement. Là, j'essaie d'extrapoler un peu en pensant moi-même, je ne suis pas Tim Cook. Je n'ai pas la prétention d'être proche même de pouvoir rentrer chez Apple d'aucune manière, là, mais je me dis, où est-ce qu'ils peuvent aller? Moi, la vision que j'ai d'Apple, c'est le fait d'interconnecter nos vies, et on l'a mentionné, Google le fait également très bien. Euh, tu sais, si Apple a des produits qui nous permettent de vivre, et à chaque, littéralement, 10 minutes de notre vie, on a consulté le produit Apple, je pense que la vision, c'est de voir c'est quoi le prochain step et c'est où les opportunités de croissance. Et Apple n'a pas. Je pense qu'ils ont essayé, là, ça corrige-moi Gab, là, mais tu sais, il y a le monde des véhicules autonomes, les transports électriques, les you name it, là, qui ont pas vraiment été là-dedans. Mais tu sais, moi, c'est la piste que je verrais pour Apple. Tu sais, moi, je vois Apple comme étant la capacité de. On en avait parlé dans un épisode qui était. Je l'aimais beaucoup, là, c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup, mais la fameuse Power Grid, là, le fait de profiter des capacités des batteries qu'on pourrait installer dans des maisons, je pense que c'est le genre de truc où il y a beaucoup de possibilités de croissance présentement. C'est quelque chose qui est l'idée à 100% presque par les compagnies qui font des batteries de lithium ou les compagnies automobiles là, qui veulent installer là, des batteries pour la recharge des véhicules comme Tesla le fait. Tu sais, moi, c'est le genre de truc que je vois, tu sais, ça serait complètement champ gauche, ça serait pas un produit trendy que tu peux amener au Starbucks pour quand tu prends ton petit café, tu peux avoir ton Apple Watch, tes AirPods Pro, ton Mac, puis ton iPhone, puis tu peux très bien vivre en direct de Los Angeles, là, puis vivre un peu ta vie, entre guillemets, bobo, tranquillement. Là. Tu sais, moi, je me dis, le prochain step, c'est la seule voie de croissance, c'est, à mon avis, dans des trucs comme ça, des trucs où on continue à bonifier l'expérience intégrée d'une maison connectée par des produits d'Apple. Et je pense que c'est peut-être là qu'il y a un intérêt. Je n'ai pas entendu parler, et j'ai dit ça encore une fois, littéralement là, au travers de ma tête et au travers des industries qui, je trouve, sont connectées, mais sont aussi intéressantes à mon avis. Mais sinon, tu sais, ça ne serait pas une erreur pour Apple de maintenir ce qu'ils font déjà présentement, de maintenir leur gamme de produits actuels, de continuer à développer à chaque 6 mois une nouvelle version de iPhone, une Apple Watch qui est à peu près pareille d'une fois à l'autre et des AirPods que la seule manière de rentabiliser ça, c'est parce que le monde les perd tu sais, sporadiquement dans des moyens de transport variés, là. C'est un peu là où je me dis, ça va très bien fonctionner comme modèle. Il faut juste pas s'entendre nécessairement à ce qu'Apple fasse la croissance de 10% par année. Tu sais, ça va être c'est un blue chip, puis ça va performer comme un blue chip, ça va performer malheureusement dans des retours similaires au secteur bancaire, par exemple, mais avec un peu moins de garantie, entre guillemets. Là. Je ne veux pas utiliser le terme garantie lorsqu'on parle de stock, là, parce qu'on sait que ça ne l'est pas, là, mais avec moins de sécurité, beaucoup plus de risques parce que ben, Apple est affecté énormément par tout ce qui est techno et par tous les ratés qu'il peut y avoir dans ce qui est perçu par les investisseurs, à mon avis, de manière injuste, là, comme étant une industrie très élargie pour les technos et les compagnies qui s'en portent plutôt bien. Tu sais, Apple n'a pas eu tant de problèmes dans les dernières années, n'a pas eu tant de scandales non plus, n'a pas eu de fuite informatique ou de fuite de données non plus si significative que ça par rapport à d'autres compagnies dans le grand monde des technologies.
Il y en a Par eu, hein, contre, il y en a eu quand même, hein. Il y a eu la fameuse yeah, fuite, tu sais, de iCloud, là, où tu avais des stars qui s'étaient fait voler leurs photos intimes sur le net, là. Mais bon, ça reste, je pense que c'est un incident plus isolé, là. exact. Puis ça reste moins, à mon avis, d'individus ou en termes de nombre que des Facebook de ce monde et compagnie, là. Mais bref, ça pour dire que le modèle fonctionne, le modèle est vété, la gamme de produits va toujours avoir des acheteurs. Par contre, je pense qu'il faut mettre de l'eau dans notre vin un peu avec la possibilité de croissance de cette compagnie-là, sauf si, encore une fois, il y a un changement drastique, il y a peut-être une nouvelle technologie ou une entrée dans une autre industrie plus porteuse du monde des technologies. Comme je dis, le monde des batteries m'intéresse. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui fait vraiment du sens et qui peut se connecter dans ce que Apple fait, mais il faut, à mon avis, pour voir un Apple qui continue de croître, ça prend ce genre de changement-là. Ce n'est pas quelque chose de requis du tout, mais il y a une pertinence, à mon avis, à aller vers des avenues comme ça. Sinon, ben, Non. c'est un blue chip. Puis... Non, et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai, tout ce que Apple touche, quand ils pensent, ils réussissent en fait, tout ce qu'ils font. Malgré ce qu'on a été, on a été par le passé, je dis on, le public, les analystes financiers, les gens qui suivons les cours boursiers, en tout cas de Apple, on a été parfois très critiques, c'est ça, de l'iPad par exemple, qui était un produit. On se disait, mon Dieu, ça y est, tous les gamins l'ont eu, ça y est, ils l'ont tous pété et remplacé 2 fois. Il n'y a plus de croissance, tu vois. Ça n'empêche que c'est un produit quand même qui fonctionne encore bien, qui va aller chercher, bon, évidemment, beaucoup moins de parts d'utilisateurs que l'iPhone, qui est pour le coup qui est un produit, on va dire, un peu plus consommable. Eh ben, ils ont quand même été, sont les meilleurs aujourd'hui. Cite-moi aujourd'hui une marque qui fait bien des tablettes. Ben, il n'y en a pas, en fait. Il n'y en Mhm. a pas. Il y a Samsung qui essaie de compétitionner, mais les tablettes Android se vendent très mal, ou soit elles ont un cycle de renouvellement plus vers des produits de mauvaise qualité ou très cheap. Là, tu sais, là, encore une fois, je parle de vécu aussi, parce que j'en ai eu des produits, on va dire, de différentes marques. Ça n'empêche que ce que Apple touche, c'est de la bonne cam, tu vois. Désolé de la comparaison douteuse, là, mais c'est vrai. C'est malheureusement tout ce qui touche, ça fonctionne bien. Ils ont réinventé évidemment leur gamme de Mac. Et, tu vois, moi-même, on enregistre le podcast avec mon Mac, avec les processeurs M1, là. C'est génial. C'est une vraie révolution dans l'informatique. Et en vrai, c'est incroyable. Aujourd'hui, on aurait été capable de booster les batteries, la capacité de batterie de quasiment du double versus les processeurs avant là, de PC qui étaient faits sous Intel. C'est une vraie révolution informatique, tu vois. Ils font tout ce qu'ils touchent, ils le font bien, tu vois. Alors oui, il y a eu des échecs. Il y a eu, là, je veux pas parler de réseaux sociaux. Là. Il y a eu le fameux ping. Je sais pas si tu te souviens de ça, JP. Peut-être que t'as J'ai pas peu. connu, mais à un moment donné, ils ont eu un espèce de réseau social. Ça a foiré tellement qu'ils ont été obligés de fermer ça au bout d'1 an, de mettre ça mettre la poussière sous le tapis, là, puis essayer de passer à autre chose. Mais oui, à un moment donné, il y a eu un réseau social Apple, ça a foiré. Ils ont eu d'autres produits qui n'ont pas bien marché, mais ça reste très faible, tu vois. Bon, l'iPod, c'est fini, ça a été une belle époque, tu vois. On l'a tous eu un iPod, maintenant c'est fini. Je pense que leur truc de casque, tu sais, les fameux AirPod Max, là, tu sais, comme un espèce de casque audio, je pense pas que c'est promis un très grand avenir, mais pour autant, ils ont essayé, tu vois. Ils ont tenté, ça n'a pas marché. Garde, ils ont fait de l'argent quand même avec. Donc, c'est là où je vois que Apple, tu vois, il y aura toujours des gens qui aiment cette marque, qui vont continuer à acheter, parce que tout est bien fait. C'est un écosystème qui est intelligent. Et c'est vrai que rien que pour ça, c'est cool. Moi, j'aimerais avoir toute ma maison, enfin mon appart, mon semi-appart miteux, là, qui, en tout cas, tout connecté avec des caméras, avec Apple, etc., avec Apple TV, etc. C'est pas le cas, mais tu vois, si je pouvais, évidemment, ce serait génial, tu vois, de pouvoir, t'arrives chez toi, la petite musique, le petit jazz qui se lance automatiquement, etc. Bah, c'est ce genre de produit que Apple peut faire. Et tu l'as bien dit, alors le véhicule, je pense que c'est une question, évidemment, d'années avant qu'ils développent ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus intensif en capital comme industrie, c'est un autre business model. Je pense plus qu'ils vont faire ça en collaboration avec d'autres marques existantes. Je sais qu'il y avait eu même des discussions avec Hyundai pour pouvoir développer une espèce de... eux, ils feraient la partie véhicule autonome, donc en gros le soft. Puis Hyundai s'occuperait évidemment de développer cette ligne d'assemblage et de ce produit. Faire des véhicules électriques, etc. Tout le monde en veut en faire, donc pourquoi pas Apple. Donc ça peut être une solution. Mais il y en a plein d'autres solutions, tu l'as dit. Le fameux le système bancaire, etc. C'est clair qu'ils peuvent l'étendre à beaucoup plus de pays.
Ils peuvent étendre évidemment plein d'autres types de services, hein, mais je pense que Apple TV+, ou d'autres services, par exemple de gaming, etc., ils auraient une vraie force là-dessus. Donc, c'est des pistes de réflexion que je pense comme ça. Mais c'est vrai que actuellement, et là je reviens sur le point central, c'est est-ce que à ce prix-là c'est accessible? Pour moi, non. Pour moi, ça reste trop cher. Là, tu vois, une entreprise qui vaut, et là je vais avec plus avec la règle des multiples, vous savez, moi je fonctionne beaucoup comme ça. Une entreprise qui coûte 5,90 fois ses revenus, ça c'est l'enterprise value, 5,90 fois ses revenus, bah moi je trouve ça trop cher par rapport au marché qui va être à peu près à 2 fois les revenus dans ces eaux-là. Donc pour moi ça reste trop cher et donc pour moi je n'achèterai pas évidemment cette action-là. Évidemment, ça c'est ce que je pense, c'est mon opinion, c'est pas une recommandation, mais euh, pour moi ça reste encore trop cher. Exact. Donc merci pour ça. Ça fait le tour du premier segment, là. Je pense que vous allez avoir beaucoup d'opinions là-dessus. Donc, je vais le dire à la fin, je le dis tout de suite, là, mettez-les en commentaire. C'est une compagnie polarisante à bien des égards, mais qui fait des très bons produits. C'est important de le soulever et de conclure là-dessus. Passons maintenant au deuxième segment, l'instant économie. Passons, comme je l'ai mentionné, à ton sujet, Gab, un peu chéri pour l'épisode d'aujourd'hui. Je le nomme, je te lance la balle rapidement parce que je pense que tu as beaucoup plus que moi à partager. Je pourrais saupoudrer quelques points. Le but est de discuter, c'est une autre question un peu comme dans le premier segment, mais c'est la fin pour le franc CFA. C'est quelque chose qu'on avait laissé de côté quand même depuis quelques temps. Je pense qu'on en avait déjà abordé en off, mais on n'était pas allé en détail. C'est quelque chose qui a eu d'ailleurs des modifications. Il y a eu un projet de loi, je pense, qui a été fait le 20 mai 2020. Ça fait quand même un petit bout qu'il y a eu quand même les premiers développements vers la transition là, du franc CFA vers une autre devise là, qui s'appellerait, ou qui s'appelle, ou bref, Macron était là-dedans avec plusieurs personnes des États d'Afrique de l'Ouest, qui s'appellerait l'ECO, je pense, là, mais qui serait basé sur un taux de change d'1 euro pour 655 francs CFA slash ECO. Là. Et que ça, en fait, au-delà de la modification de cette devise-là, je pense que ce qui est intéressant, c'est le retrait un peu de cette logique colonialiste française que j'ai moi-même découvert en faisant les notes, qui impliquait là, que je pense que c'était 50%, et corrige-moi Gab, là, je te laisse la parole rapidement, là, mais près de 50%, je pense, des banques centrales devaient maintenir ça au niveau de la Banque de France, si je me trompe pas, ou quelque chose du genre. Là. Donc, un aspect colonialiste qui est encore très présent dans ce changement-là. Là, et je pense que ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais, pardon, cette transition-là. Mais encore une fois, je pense que tu es beaucoup plus calé que moi dans ce sujet. Ouais, bah c'est merci, mais non, je dois t'avouer, je suis pas non plus un expert évidemment en économie de l'Afrique. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent dans ce merveilleux continent, écrivez-nous, là, ça nous sera plaisir. Peut-être que partagez aussi votre opinion en commentaire. Peut-être qu'on va se nourrir évidemment de ces réflexions-là. Moi, je voulais faire un sujet évidemment sur le franc CFA parce que tu l'as bien dit, il y a un projet de ces dernières années de réforme en fait du franc CFA qui, à l'origine, voulait dire franc des colonies françaises d'Afrique. Hein, au passant. Ça, c'est le vrai nom à l'origine. Puis communauté française d'Afrique. Puis ensuite, c'est devenu évidemment communauté financière de l'Afrique et communauté financière de l'Afrique centrale. Parce qu'il y a deux francs CFA. Franc de l'Afrique de CFA de l'Ouest et le franc CFA de l'Afrique centrale. Donc, c'est deux zones économiques qui sont mais le taux de change est le même, etc. Sauf que c'est pas les mêmes billets de banque. Alors, le système est relativement simple, tu l'as bien expliqué, JP, c'est que c'est une monnaie avec un taux de change fixe. Taux de change, je crois, qui est d'environ 650 francs CFA pour 1 euro, en fait, puisque ce dernier maintenant est arrimé sur l'euro, en fait, depuis 2002, en fait, quand la France a adopté l'euro. Et ce système-là, en fait, permet, en fait, à ce que, eh ben, tu as une stabilité financière, en fait, et monétaire, en fait, dans ce bloc de pays différents. Donc, pour y aller rapidement, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, bah, tu as principalement le Sénégal, le Mali, le Niger, tu as aussi la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, et tu as aussi le Burkina Faso aussi qui sont soutenus. Dans l'Afrique centrale, tu as le Tchad, la République centrafricaine, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, pardon, et le Gabon, qui sont dans cette zone-là. Alors, ces pays-là, en fait, évidemment, individuellement, ils pèsent pas grand-chose. Ils se sont dit, bon, on va garder évidemment la monnaie en fait qu'on avait du temps des colonies. Donc,
du temps évidemment de l'Afrique française. Et ça leur permettait en fait d'avoir des échanges accrus évidemment avec la métropole et garantir en fait à ce que les livraisons de biens se fassent facilement en fait, qu'on ait une unité de change qui soit simple et aussi garantir à ce que tes importations ne te coûtent pas trop cher. Parce que rappelons, si en effet l'Afrique exporte énormément de produits, notamment des denrées alimentaires, des denrées agricoles, on peut penser par exemple pour la Côte d'Ivoire, je pense particulièrement au cacao, au café, etc., du sucre, etc. Les importations restent importantes, surtout pour les biens manufacturés. Beaucoup de biens en fait viennent soit d'Orient, donc de Chine, des pays évidemment qui produisent aujourd'hui ce qu'on achète nous en Occident, mais aussi la plupart des produits passent dans la plupart des cas évidemment par l'Europe. Ça reste en fait très dépendant de la métropole, donc la France métropolitaine. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, il se pose la question de est-ce qu'on devrait mettre fin à cette espèce de système qui quand même dépend énormément de Paris, parce que tu l'as bien dit, la Banque de France est garant et la personne qui va émettre les billets de francs CFA. Donc c'est elle qui contrôle la masse monétaire en circulation. C'est elle qui va déterminer du coup le fameux taux de change et c'est elle qui va le garantir, ce fameux taux de change. Alors on pourrait penser, bah non, ces pays-là, ils sont indépendants depuis les années 50, donc il faudrait qu'ils aient leur propre destin en main, tu vois, leur propre capacité de pouvoir battre monnaie. Et c'est toute la question. C'est est-ce qu'on préfère avoir une monnaie stable ou est-ce qu'on préfère avoir la liberté, en fait, et l'indépendance financière et monétaire de faire ce qu'on a envie, tu vois. C'est un espèce de débat, en fait, entre ces deux options. Et tu l'as bien dit, quand même, il y a ce fameux fardeau des 50% de réserves étrangères. Donc, les réserves étrangères des États africains, elles doivent être déposées à la Banque de France pour garantir la stabilité, évidemment, de cette zone-là. Et donc, tu l'as bien dit, alors, beaucoup de gens en Afrique, si vous nous écoutez, je pense que vous serez d'accord avec ça, contestent évidemment énormément ce système-là parce qu'il crée, en fait, c'est ça, cette espèce de relation de dépendance à Paris qui est un peu insupportable, qui s'appelle le fameux néocolonialisme, qui est un peu insupportable, parce que tu dis que, en effet, depuis les années 50, on est indépendant, mais en réalité, on est pardon de l'expression, là, coupez-vous les oreilles si il y a des enfants à côté, on se fait prendre les 1-1-1 par Paris encore, tu vois. Donc, c'est un peu le débat éthique. Exact. Puis tu sais, je pense que à l'époque, ok, oui, la France avait un impact assez imposant sur la majorité des activités commerciales qui se passaient au niveau de ces colonies et même dans le développement une fois que les indépendances ont eu lieu. Mais on en parlait dans un épisode également dans les derniers mois, dans les dernières années, où on parlait de l'impact que la Chine a eu au niveau de leur implémentation et de leur présence au niveau de l'Afrique. Et je pense que moi, ma vision est que l'indépendance de la monnaie, la capacité de regroupement économique, de zone économique, encore une fois, de développer des devises communes. Je crois que la stabilité vient par la logique universelle, pas universelle, mais c'est commune partagée par certains pays d'Afrique. Mais je pense que c'est clair, net et précis que ce n'est plus l'Europe, ce n'est plus la France qui est le principal partenaire économique de plusieurs de ces pays-là. Et il y a un intérêt très clair pour que ce ne soit pas au niveau de la Banque de France que les monnaies étrangères soient maintenues, surtout quand ils font de plus en plus d'activités, comme je l'ai mentionné, avec des pays asiatiques. Nominalement, je l'ai mentionné, la Chine. Donc, je pense qu'il y a cette espèce d'effervescence-là là, où l'Afrique se porte quand même beaucoup mieux en termes de potentiel. Certains vont déplorer la logique politique derrière les activités qui sont développées avec la Chine. Moi, je pense que ça reste quelque chose de plutôt positif dans la mesure où c'est pas juste, on en avait parlé, je pense, mais un retour d'une forme de colonisation, là, à nouveau, où la Chine vient juste récupérer des ressources de base pour leurs activités. Mais je vois quand même ce chemin-là comme étant, mais il y a des possibilités de croissance, également des intérêts avec l'Amérique latine, je pense. Donc, ces pays-là sont tout à fait indépendants, ont des activités économiques qui sont extrêmement moins reliées avec la France et avec l'Europe plus globalement. Donc, je pense que la devise est un domino important pour permettre, ça ne va forcément pas nécessairement changer une tonne de trucs, parce qu'une monnaie partagée par les mêmes pays dans une zone économique où le franc CFA ou l'éco, peu importe comment est-ce que c'est nommé, ça reste quand même un peu le même genre de truc. La stabilité va rester plutôt similaire parce que le concept ne changera pas
tant que ça, sauf, comme tu l'as dit, l'espèce de backbone d'entretien de cette relation-là avec la Banque de France et avec le Trésor français. Je pense que c'est ce point-là qui est la tombée des médailles pertinents. Encore une fois, c'est un petit jeu politique. Là, on appelait ça l'instant économie. Il y a un petit côté place au débat à un certain degré, mais moi, le plus je suis un fan de la libéralisation économique et je pense que les devises sont un vecteur Je clé de suis. cette. Ça, c'est du GP tout craché. Je suis pour la liberté. Genre, bah, qui n'est pas moi? C'est Kumbaya, très on repart GP. là-dessus, là, mais moi, c'est ma vision. Je, veux dire, je travaille dans le monde des marchés financiers. Je suis un fan de FX. Je- le plus de devises qu'il peut y avoir, c'est à la fois bon pour les activités économiques, c'est à la fois bon également pour le domaine financier. Et je pense que ces pays-là sont tout à fait en mesure maintenant d'entretenir une devise par pays s'ils le désiraient, mais une devise unique par zone économique, comme tu l'as mentionné, Bon. comme peuvent l'être les États d'Afrique de l'Ouest. Moi, je vois la pertinence, je vois le fonctionnement et c'est tout à fait cohérent avec la libéralisation économique que je ne peux pas plus défendre et plus appuyer. Il faudrait qu'on fasse un sujet là-dessus. Je pense que ça serait 1 heure de moi qui parle de ce C'est concept-là. c'est un meeting de la droite, ça va dire comme ça, mais je suis pour la liberté d'entreprendre. Macron sort de ce corps, c'est ça? Mais, euh, là, on va faire le point négatif. Là, je vais un peu faire le mec chiant pour le coup pour les 5 prochaines minutes. Là, mais pour moi, ça me paraît quand même, pour le moment, au stade où on parle évidemment du projet d'éco, même de réforme du franc CFA, quelque chose un peu d'illusoire. Hein, parce que pour le moment, c'est clair que le contexte aussi politique n'est plus là, surtout en Afrique de l'Ouest, puisque vous le savez, depuis, si vous suivez un peu l'actualité, on n'en parle pas trop parce que, bon, peut-être ça a un peu moins de répercussions économiques majeures, mais il y a en effet eu, par exemple, au Mali, il y a un an, il y a eu un coup d'État, il y en a eu un autre très récemment, je crois, au Burkina Faso. Ce qui fait que c'est les deux plus gros pays avec la. Il y a quand même la Côte d'Ivoire qui reste un très gros pays avec le Sénégal aussi. Bah ça reste que les enjeux, en tout cas en ce moment, géopolitiques sont trop tendus. Paris, je pense aussi, n'a pas d'appétit à discuter là-dessus, puisqu'il y a le dossier ukrainien, évidemment, qui occupe la plupart des ressources diplomatiques, militaires, stratégiques, euh, en tout cas de l'Europe. Donc, pour le moment, il y a pas vraiment d'appétit, je pense, à la négociation sur ce côté-là. Puis il y a un autre problème aussi, c'est que l'expérimentation de quitter le franc CFA est déjà arrivée. Et ça a foiré dans les années 60, à mon souvenir. Le Mali avait tenté de quitter le franc CFA pendant une dizaine d'années, puis ça a complètement foiré. Donc, tu vois, au final, puis ils sont revenus, tu vois. Parce qu'il y a cette question de la stabilité, évidemment, monétaire, qui, quand même, permet, évidemment, de garantir, en fait, le fait que ce soit une garantie, en fait, dans une monnaie étrangère, fait en sorte qu'en fait, c'est comme si tu payais en euros, en fait. Payer en franc CFA et payer en euros, au final, c'est la même chose, tu vois, parce que tu as un taux, tu as un PEG, et ce PEG, il est stable, tu vois. On ne parle pas d'un PEG, par exemple, comme c'est le cas, par exemple, avec la livre libanaise, par exemple. La livre libanaise, par exemple, est à un taux de change officiel avec le dollar américain, si je ne me trompe pas. Mais ce dernier n'est pas respecté parce qu'évidemment, ça vaut rien, la livre libanaise. Même chose avec le peso vénézuélien, si je me souviens bien, qui lui aussi, théoriquement, a un PEG, mais ce PEG-là n'est pas respecté. Donc, ce taux de change fixe, il n'est pas respecté. Dans le cas du franc CFA, ça fonctionne, tu vois, il n'a jamais failli. Donc, c'est peut-être un bon signe aussi que ça fonctionne, tu vois. Gros point négatif, c'est clair que, bon, tu l'as bien dit, c'est question d'indépendance, d'enjeux de politique aussi, puis des enjeux évidemment aussi peut-être aussi par la suite, et ben aussi de savoir est-ce que ces États-là vont être capables d'assumer leurs dettes qui ont été émises en francs CFA, donc indirectement en euros, dans leur nouvelle monnaie nationale aussi. C'est là tout l'enjeu évidemment du débat, tu vois. Donc c'est des questions qu'il va falloir se poser évidemment par la suite, hein, et je suis curieux pour le coup. C'est un épisode où on va demander votre aide dans les commentaires si vous en avez des opinions ou des questions pour ce segment-là. Bah, ça me fera plaisir en tout cas de les lire et peut-être de répondre et de débattre avec vous dessus. Exact. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci, Gab, comme à l'habitude, pour ta proposition de sujet et ta contribution à l'épisode. Ça fait plaisir. Vous savez où nous retrouver, donc sur YouTube, comme à l'habitude, notre plateforme clé pour les commentaires publics, les suggestions d'épisodes et toute autre mention que vous voudriez mettre. N'hésitez pas, si vous avez apprécié l'épisode, à aller mettre un like, à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche pour les notifications.
Pour ceux qui veulent également émettre des commentaires ou des idées de sujets, etc., sur une base plus privée, Gab met toujours dans la boîte de description l'adresse courriel directe du podcast. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et sinon, pour la majorité d'entre vous, sur les plateformes de podcasts audio, donc Apple Podcasts, Overcast, Spotify, Deezer, etc., n'hésitez pas aussi à aller mettre des likes ou des étoiles, ça aide énormément pour le référencement et à vous abonner là, pour avoir les notifications lorsqu'on publie, même si on le mentionne depuis quelques épisodes, là, on essaie de maintenir cette trame là, des lundis, heure du Québec, lundi soir, heure du Québec, qui fonctionne plutôt bien. Là. Mais le fait de vous abonner va vous aider, bien évidemment, à être notifié lorsqu'on publie. Merci tout le monde pour votre écoute. Merci Gab à nouveau. Et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine, tout le monde. Salut.